Bonjour, vous êtes sur Mediapart et déjà cette phrase fait un tout petit peu flipper. Si vous êtes ministre par exemple, c'est un petit peu votre cauchemar. Si vous êtes habitant à Levallois-Perret, bienvenue. Oui, je marche comme ça en parlant à la caméra. J'ai fait l'école Bernard de la Villardière, la meilleure école de journalisme, bien évidemment. Bienvenue au Black Bloc. Qu'est-ce que c'est le Black Bloc ? Dans la vie, on considère que les gens qui font de la politique, qui sont un peu spécialistes, militants, sont un peu chiants. Et on considère que les humoristes sont un peu concons, pas très politisés, qui s'intéressent à rien, qui passent leur temps à insulter les gens au premier rang de leur spectacle. Comment tu t'appelles ? Antoine. C'est de la merde, Antoine, voilà. Ouais. Bon. Eh bien, c'est pas que ça. C'est ce qu'on va essayer de démontrer ce soir avec mes invités qui sont là, ici présents. Regardez comme ils sont magnifiques. Je vous présente tout d'abord Verino, que vous pouvez applaudir, bien sûr. Tu viens de me mettre un coup de pression, mon ami. Ouais. Et tu dis pour prouver que les humoristes sont pas que cons. Oui. Et tu m'invites moi. Et directement. Et je te présente. Responsabilité. Tous les humoristes de France sont en train de se dire bon, on va voir si on n'est pas que cons. C'est plus responsable. À côté de toi, Cécile Duflot, qu'on peut applaudir. Bonsoir. Bien évidemment. Ça va, tout va bien ? Super. On peut révéler d'où tu viens ? Tu viens d'un débat avec un mec de Total, c'est ça ? C'est ça, qui a terminé son intervention en disant « Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux est à eux ». Waouh, c'est beau. Trucage. Et alors là, elle le dit devant des abonnés de Mediapart qui viennent de faire une petite descente d'organes en direct. À côté de toi, Ali Rabet, qu'on peut applaudir bien fort également, qui est maire de Trappes. Ça va, Ali ? Ça va, j'ai un peu peur là. Comment est-ce que vous me présentez ? J'ai dit le maire de Trappes. Ça fait peur en effet. C'est vrai. Alors ça fait peur aux gens de CNews, mais ici... je suis à la maison là, ça va. Ici, ça va aller. Merci d'être avec nous, en tout cas. Merci. Et à tes côtés, qu'on peut applaudir bien fort, Hélène Vézier. Bienvenue, Hélène. Merci de m'avoir invité. Et oui, alors c'est la première du Black Bloc. Et alors, tu as la double casquette, puisque tu es à la fois humoriste et ancienne assistante parlementaire. Wow, là, il y a des gens qui... Il y a des petits soupirs dans la salle. Ouais. J'ai eu un bon choix de vie, c'était le deuxième, en fait, clairement. Tu regrettes pas ? Tu regrettes rien ? Non, je suis pauvre, mais heureuse. Voilà, mais pauvre. On en parlera. Alors, je vais vous présenter quand même un petit peu plus en détail nos invités. Je vais commencer par Cécile, bien évidemment. Tu es directrice générale, on m'a dit, il faut bien préciser, directrice générale d'Oxfam France, qui est l'ONG qui lutte contre les inégalités. Voilà, s'il y a des lecteurs du Figaro qui tombent déjà sur ce programme, là ils sont déjà en sueur, normalement. Et il y a un rapport qui vient de sortir sur les héritages. Alors je cite le rapport, dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français, déjà, transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros. Alors là, je cite vraiment le rapport de super héritage, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'héritage, on est dans le super héritage. C'est ça, on est dans uniquement les milliardaires français. On a pris tous ceux qui ont plus de 70 ans, on leur donne 30 ans d'espérance de vie. On est sympa. Ouais. Et ça fait effectivement 460 milliards d'héritage qui vont léguer à leurs descendants. Mais là-dessus, si on ne change pas les règles, eh bien, l'État français va perdre 160 milliards du fait des dispositions qui font que les super-héritages sont taxés à environ 10%, alors que les héritages presque normaux, le plafond, c'est 45%. Et est-ce qu'après, il y a des ultra-héritages ? Est-ce qu'il y a des autres surprises à prévoir dans les autres rapports ? On est quand même au taquet et il faut quand même dire que les milliardaires français, pour des milliardaires, sont très très riches, en moyenne. Ah alors, on est les meilleurs un peu. Ouais. Ouais. Toujours voir le mauvais côté des choses. Non, d'abord, c'est le bon côté. Ils vont tous vivre jusqu'à 100 ans. Oui, et comme d'ici là, on aura changé le pacte Dutreil, ils vont donner 160 milliards qui permettront aux services publics de mieux fonctionner. Impeccable, ok. Non, mais il y a un truc qui me fait marrer, parce qu'on est dans une mission aussi pour rigoler. Non, mais c'est que ces gens qui vont hériter sont souvent donc, de droite, et souvent, leur idéologie, c'est le mérite. Donc ils vont voilà, c'est ça qui est rigolo, tu vois, il le sait que c'est rigolo. Et donc ils vont te dire, dans la vie, il faut mériter les choses, mais eux, ça les dérange pas de commencer leur vie avec un paquet de pognon. Le mérite et l'égalité des chances. En gros, si tout le monde va à l'école, c'est pareil pour tout le monde. Donc tu serais tenté de dire, du coup, tout le monde a le même argent au départ, comme ça, on verra bien ce que c'est la réalité. Non, la réalité, c'est qu'en France, aujourd'hui, 60%, plus de 60%, c'est des chiffres du Financial Times, c'est pas des chiffres Oxfam, de la fortune des milliardaires est héritée. Et on a eu 9 nouveaux milliardaires en France l'année dernière. Et 7 sur ces 9, c'est uniquement par héritage. Chapeau, on ne sait pas si on doit être chapeau quand même ou... Voilà, c'est comme ça. Voilà, ou consterné. Ok, très bien, merci pour ces chiffres. Il reste de la place dans les écoles de Trappes pour les scolariser, si besoin.
C'est ça. Un petit rendez-vous en terre inconnue, oui, peut-être. Ça mixité serait sociale. intéressant. Et inversement, des élèves de trappe à Stanislas. Avec grand plaisir. Et là, on met des caméras, par contre. Je voudrais en faire un programme, bien évidemment. Ali, tu fais bien de parler. Donc, tu es maire de Trappes, dans les Yvelines. Alors, Trappes, c'est connu parce que c'est la ville aussi d'Omar Sy, d'Anelka, de Jamel Debbouze. Tu es du... Oui? Non, t'as froncé les sourcils. Non, t'es d'accord? T'as oublié Sophia Aram? Alors, c'est un petit peu Voldemort. Je voulais pas en parler, mais puisque tu insistes, parlons de Sophia Aram. Ben oui, qui a été humoriste avant. À une époque, ouais. À une époque. Et on l'a oublié. Quand elle était au collège et qu'elle a découvert des clics théâtre avec Papy. Et avec Papy, on va parler de. Elle a arrêté Papy. tout de suite. Très bien. Vérino, je voulais te présenter également, même si les gens te connaissent, t'as une chaîne. J'imagine. Mais bien évidemment. Mais si, t'as une chaîne YouTube qui cartonne. Alors nous, on se connaît vraiment depuis. Je pense 2007, à mon avis. Je crois qu'on avait fait des bêtises au cours Florent ensemble. Ouais. C'était vraiment une époque où genre il y avait Christiane Taubira qui était ministre, des trucs comme ça, quoi. Je dis ça toujours pour les lecteurs du Figaro qui sont sur le programme parce que je veux qu'ils partent. 2007, c'était Sarkozy. C'est pas sympa pour Christiane. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Mais dans ma tête, dans mon cœur, il y avait déjà Christiane. T'es humoriste et t'es aussi, alors tu veux dire youtubeur ou est-ce qu'on dit vidéaste, cinéaste? Ouais, pas du tout. Non, je fais exactement mon métier d'humoriste, mais je le filme et je mets sur YouTube. Mais il n'y a pas de piège. C'est vraiment de la scène que je filme avec des vraies blagues que j'écris et des vrais gens qui rigolent. Pour moi, je mets sur YouTube, mais ça fait pas du tout de moi un YouTuber. Eh bah, tu sais quoi? On va regarder à quoi ça ressemble. Allez. Parce qu'on a bossé, Macron, bien évidemment. Je sais pas si vous Ça avez ressemble à vu, ça. mais il est à 24% d'opinion favorable. T'as pas le choix, t'es obligé de te dissoudre l'Assemblée. C'est comme quand t'as 8 ans, tu joues au foot, tu perds 5-0, tu dis on referait pas les équipes là? Parce que je sens que c'est un peu déséquilibré. Et tu le vois, ce moment de solitude quand t'as décidé de refaire les équipes et c'est toi qu'on choisit en dernier. Tu sais où ils sont tous les capitaines en train de choisir d'autres personnes et toi t'es là. Macron, c'est exactement ce qu'il vit en ce moment. Attends, à la gauche, ils sont là, Jean-Luc, Raphaël, et puis à droite, ils sont là, on va prendre Marine, on va prendre... Et puis t'as Macron, c'est mon ballon à la base, je vous rappelle. Même Éric Ciotti, mais quel bonheur. Mais si tu nous regardes, Éric, on te remercie, quoi. Éric Ciotti, président des Républicains, qui lui, carrément, fait une alliance avec le Rassemblement National. Alors lui, c'est même pas genre, il a changé d'équipe, c'est lui, il a changé d'équipe pendant le match. Et il a prévenu personne. C'est au moment où il a marqué le but contre son camp, les gens ils ont fait j'ai changé le maillot. Non, parce que je suis plus à l'aise avec les gens qui gagnent. C'est plus là que je m'identifie, tu vois. Éric Ciotti, putain, tu le mets à la place de Zelensky au moment de l'invasion de la Russie, je suis sûr qu'il serait allé voir Poutine en disant je vous ai préparé un petit CV. Putain, c'est un bonheur, Éric Ciotti. Vraiment, c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, on le remercie tous les jours. Ah mais il était sublime, quoi. C'était dans un moment, en plus, tu sais, on le voit, c'est une grosse salle, c'était la fin de ma tournée. Et puis on arrive au bout de 300 dates. Et vraiment, il y a des moments où c'est difficile d'écrire. Et puis, il y a des cadeaux du ciel. T'as l'impression qu'ils sonnent chez toi en faisant voilà, c'est le livreur Amazon, ouvrez le colis, t'as Éric Ciotti dedans, je suis pas à l'abri de faire un truc. Et putain, mais quelle joie, des blagues qui s'écrivent toutes seules, quoi. C'est vrai que c'est devenu, genre, c'est une blague, tu dis Éric Ciotti. C'est génial. C'est incroyable. Ce qui est horrible parce que vraiment on devrait travailler, mais dans ces moments-là on n'a pas besoin. Et tu dis ouais, mais bon, le ballon il est là, si je tape je marque un but. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille moi-même fabriquer un ballon? Non, je vais taper. C'est pas un ballon, c'est l'intérêt de la... C'est une métaphore. C'est une métaphore. On ne tapera pas Éric Ciotti. Il a des lunettes. En plus, on n'a pas le droit de taper les gens qui ont des lunettes. Avec nous également Hélène Vizier. Hélène. Oui. Alors. Alias Madame Meuf. Ah oui, c'est Madame Meuf, c'était mon pseudo que j'ai pris quand j'ai commencé à raconter des blagues quand je bossais encore dans la politique, en fait. Alors c'est ça qui m'intéresse parce que tu étais donc assistante parlementaire. Tu peux nous dire de qui? Alors, je suis restée 15 ans, donc j'ai eu le temps d'en écoper quand même une certaine quantité, que des gens socialistes, des belles personnes, comme on dit, pas mal de Strauss-Kahniens. Ah oui, donc d'accord, on commence à voir un petit peu un profil. Pas mal de Strauss-Kahniens. J'ai bossé. T'étais assistante du groupe ou t'étais... Non, j'étais au Sénat longtemps. Ouais. Pas avec Bruno Retailleau, mais je l'ai fréquenté de près et avec une joie incommensurable. J'avais également au Sénat comme voisin Gérard Longuet. Et quand tu te retrouves dans un ascenseur, tu vois, entre Gérard Longuet d'un côté et Alain Madelin, qui était son grand copain, qui venait lui donner, lui faire des petits rendez-vous régulièrement, t'es entre les deux. Tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, et donc j'ai réagi et je suis partie à 5 ans. Voilà. Avant de parler de ton départ, tu as une petite anecdote avec Gérard Longuet que tu m'as raconté juste avant. Je me suis dit,
Est-ce que tu peux la raconter devant les gens? Est-ce que tu l'assumes? Alors je l'assume, oui. je l'assume parfaitement. Oui, je l'assume. Donc oui, c'était On donc. floutra ton visage quand même. Voilà. Tu peux le faire avec une voix comme ça. Dans le doute. Non, mais il manque à ce gouvernement quand même, parce que franchement, vu la couleur politique, il manquait que lui en réalité. Hein. Non, Gérard Longuet, donc était mon voisin de bureau, et moi j'avais pour habitude, parce que j'étais quand même assez malheureuse à la fin, et donc j'avais l'alcool assez facile, notamment au déjeuner, hein, puisque l'alcool au Sénat de la République française est pas du tout cher du tout. Et donc j'avais malencontreusement vomi mon rosé de midi. Et en fait, j'avais fait ça dans ma petite poubelle et dans un petit sachet. Et donc, je me suis dit, bon, je vais rentrer chez moi, c'est plus prudent, je vais me faire porter pâle. Et avant de partir, j'avais pris mon petit sachet et je l'avais déposé devant le bureau de Gérard Longuet en geste politique. Voilà, donc... Bravo. C'est les petits plaisirs de la vie aussi. Et voilà, c'est les choses simples, celles de la vie, exactement. C'est beau parce que s'il nous regarde, Gérard, il est là. Depuis le temps qu'il est avec son sachet. C'est prescrit ou pas? Qui a fait ça? Et comment t'as eu l'idée de passer du Sénat au Comedy Club? C'est Oui, quand on même était sur le vomi, nous. Ouais. Ouais. Comment t'as eu cette idée de vomir? Non, alors comment j'ai eu cette idée-là? Écoute, j'avais toujours fait du théâtre à côté, et j'en ai eu ras-le-bol que ma vie commence à 18h02. Et puis j'avais quand même toujours écrit, sauf qu'avant j'écrivais des discours ultra chiants sur l'agriculture ou je ne sais quoi. Et donc je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de faire matcher les deux? J'avais quand même fait un petit bilan de compétences où on m'avait dit, vous gagnez combien? Et on m'a dit, ah oui, vous voulez pas continuer à faire à côté? Je dis, je peux plus. Et donc voilà, c'était vraiment un ras-le-bol généralisé. Et donc j'ai réussi à lancer mon premier spectacle à Avignon il y a 3 ans et demi, 4 ans. Ton premier spectacle parlait de ça? Parlait de ton... Ouais, il s'appelait Politiquement Incorrect et c'était la vie politique vue de l'intérieur par une femme. Voilà. Et tu racontais pas cette anecdote avec Gérard Longuet alors Si, qu'elle est formidable? évidemment, bien sûr. Tu l'as raconté dans le Bien sûr. spectacle? Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, une fois, il y avait un mec qui m'avait dit je suis en famille avec Gérard Longuet. Voilà, et depuis, donc j'ai pas eu de nouvelles. On n'a jamais autant parlé de Gérard Longuet. On n'a jamais autant parlé de lui. Sur Mediapart. Il y a des enquêtes sur Gérard Longuet? Oh on verra. oui, je crois. Sûrement. Sûrement. Oui, on me dit dans l'oreillette, parce que dans l'oreillette, vous le savez pas, mais j'ai Valentine Auberti de Mediapart qui me donne les timings et qui me dit si vous racontez des conneries. Elle me dit non, c'est faux, c'est nul ce que vous racontez. D'accord. Voilà, donc très bien. Pour vous C'est mettre pas un vrai. petit peu sous pression. Cécile Duflot, j'ai une question pour toi. Une question, grande question. Est-ce que l'humour, pour toi, c'est quelque chose qui mobilise ou qui démobilise? Bah oui. Parce qu'on entend les deux. Je pense que ça peut vraiment faire les deux. Ouais. Ça peut complètement dépolitiser un sujet, soit en le banalisant, soit en moquant ceux qui y mettent de la gravité. Mais à l'inverse, ça peut aussi permettre beaucoup d'adhésion. Et ça peut permettre aussi de dédramatiser des sujets qui sinon sont assez répulsifs en fait. Voilà. Vérino, t'avais l'air d'accord. T'as opiné du chef. D'accord, parce qu'elle a dit ça peut faire les deux. Et moi, ça me va très bien, cette réponse. Tu dis oui et tu dis non. Mais je suis d'accord, il y a des moments où... Macron a la même technique, donc là, vous commencez à être un peu flippant. C'est le en même temps. Ouais. Mais je suis d'accord, parce que parfois, ça peut même juste... Parfois, même si c'est pas mobilisant, ça peut mettre le pied à l'étrier de quelqu'un qui voudra se mobiliser en ayant pris conscience de la chose, simplement parce que je vais faire 3 blagues dessus. Et donc, je dis parce que je suis égocentrique, mais sinon, ça peut aller pour d'autres personnes. Mais je trouve qu'en vrai, oui, t'as toujours une petite responsabilité, même si c'est pas toi qui mobilise, tu peux quand même faire avancer le truc. Je vois que tu veux que je finisse. Non, pas du tout, parce que Ali veut intervenir. Non, si Bolloré a commencé par s'attaquer au Guignol de l'info, c'est pas un hasard non plus. C'est qu'évidemment, c'est un instrument de politisation massive. Moi, j'ai grandi là-dedans, dans les années 90, et ça m'a politisé, parce que moi, je lisais pas de bouquins. Mes parents savent à peine lire et écrire le français. Et les Guignols de l'info, je crois qu'il y a des générations entières qui ont grandi avec ça, avec un regard critique sur le monde, sur les hommes politiques. Ça désacralise. Donc moi, je pense qu'on n'a que du bon. Et toi, tu utilises dans les discours, est-ce que tu fais des vannes? Parce que la politique, rigolo, moi, quand même... tu m'as invité pour être l'austère de service avec Cécile Duflot. Non, justement, c'est pour découvrir votre côté fun. Est-ce qu'on va le découvrir profond, hein. Moi, je sais ce qui arrive après, donc je dirais rien. Mais non, mais parce que la politique, c'est beaucoup de la séduction aussi. En tout cas pour ça. Et puis c'est sur les marchés. Et puis c'est pas de s'adresser qu'à la logique, à la rationalité des gens aussi. C'est des émotions évidemment, c'est des affects. Et l'humour pour ça, c'est extraordinaire. Après, il faut être doué pour faire de la politique en utilisant l'humour. Toi, tu utilises ou pas? Ça, c'est vraiment un politique. Tu n'as pas répondu à ma question, bordel. C'est quand même fou, ça. Moi, je suis bon en chiffres, on va dire. Avant qu'il prononce cette phrase, j'allais dire, moi, j'utilise beaucoup l'humour. Donc là, maintenant, ça fait un peu... Bah oui, c'est ça. Oui, toi, bah oui. C'est aussi parce que je suis une femme de la génération d'avant MeToo et que j'ai fait de la politique très jeune. Ouais. Et que tu peux apparaître
D'ailleurs, pour le coup, les Guignols, c'est comme ça qu'ils me caricaturaient, comme une adolescente capricieuse. Et donc, si tu veux essayer de mettre tes interlocuteurs à l'aise, surtout quand c'est des hommes plus âgés, que t'es chef de parti et que t'as 30 ans, t'es obligé de mettre un peu sortir une gaz lacrymo. Degré. C'est intéressant parce que du coup, c'est plutôt une technique de défense, tu dirais. Ou de contre-attaque, quoi. Une technique pour dédramatiser la situation. Oui, aussi pour contre-attaquer sans être inutilement virulente. Mais par exemple, moi, quand il y avait des conversations... Je fais une spéciale dédicace à quelqu'un que j'aime très fort. Gérard Longuet. Qui est marseillais. Non, ça peut pas être tout le temps Gérard Longuet. J'avais vraiment une technique quand les gens commençaient à me prendre pour une gamine et à m'expliquer la vie ou à me poser la main sur le bras en disant... Et je disais, non mais vraiment c'est trop gentil parce que moi je suis pas ici pour faire vraiment de la politique. Je suis juste là parce qu'il fallait une fille. Alors c'est vraiment gentil de m'expliquer. Et à cet instant, je dis que je ne me moque pas des gens du Sud. Voilà, pas du tout. Mais je faisais ça parce que c'était plus facile que de dire t'arrêtes de me prendre pour une gamine parce que sinon, en fait, t'es tout le temps en train de râler, quoi. Et tu passes pour la chiante. Voilà. Donc, mais je faisais souvent ça. Où je me levais, puis je préparais le café, je disais non, mais je vous laisse discuter sérieusement. Moi, je m'occupe des trucs à mon niveau, quoi. Efficace, ça, c'est bien. Et Ali, toi, tu viens d'une ville où il y a des gens marrants dans cette ville. Comment t'expliques ça? Est-ce que ça vient de la politique de la ville, tout simplement? Est-ce que t'es un peu responsable? Et en même temps, moi, j'ai pas sorti beaucoup d'humoristes pour l'instant. Non, mais bon, on peut dire. Non, mais c'est vrai que c'est évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Une ville de 30 000 habitants en banlieue parisienne, il y en a des dizaines. Et celle-là, elle a pondu une série d'artistes extraordinaires connus au niveau mondial, comme Omar Sy, Jamel Debbouze. Mais alors, comment tu l'expliques? Une politique, pour le coup, l'héritage des communistes attrape, qui ont développé une politique culturelle délirante avec des associations, des structures municipales, des salles de spectacle. Tu vas voir ça très vite. Et c'est un terreau favorable, quoi. Ça signe des contrats en direct, là, quand ça se passe. Pourquoi je suis pas invité? Pourquoi moi je vais Ils font leur truc entre eux. Pas de salle assez grande pour toi, Verino. T'inquiète, je te ferai visiter. On a une belle salle d'ailleurs et je t'invite quand tu veux. Mais plus sérieusement, quand tu plantes des graines dans un terreau qui est fertilisé, et c'était le cas à Trappes, sur le champ culturel en tout cas c'était fertilisé, bah t'as des belles pousses, quoi. Et ça c'est travail à l'entraînement. T'as vu ça? Il n'y a pas un petit Mac Kingsey des Yvelines derrière cet élément de j'ai langage. pas les moyens. Le coup de la pousse et tout, incroyable. Ok, donc non, oui, ça compte bien sûr. Et on peut parler de Papy qui est une légende. C'est Papy, le fertilisant notamment, c'est Papy. Qui est Papy? Explique aux gens. Alors Papy, c'est alors le décrire c'est quand même compliqué, t'en sais quelque chose. Hein. Ouais. C'est un espèce de couteau suisse, un producteur de culture, un metteur en scène, et il a commencé lui par importer à Trappes l'improvisation théâtrale, qui nous venait du Canada et qui permettait à des gamins qui n'ont pas forcément le bagage culturel, qui n'ont pas papa maman qui les inscrivent au conservatoire ou au théâtre, de pratiquer sur une scène comme celle-là, y compris au collège. C'est comme ça qu'il a recruté Jamel Debbouze. C'est dans un collège où Jamel faisait la grande gueule et il lui a dit écoute, descends au lieu de faire la grande gueule, viens dans la patinoire et montre-nous ce que tu sais faire. Parce que Jamel a relevé le défi, il a connu la carrière que vous savez. Mais il n'y a pas que Jamel. Alors Papy est moins connu que les artistes qu'il a produits, qu'il a mis en scène, etc. Parce que c'est pas le genre à se mettre en avant non plus. Il se planque toujours, on n'arrête pas de lui dire tous t'es aussi une star. Alors à Trappes c'est une star, hein. Pas marcher dans la rue sans se faire arrêter. Il va te piquer ta place, un de ces quatre, tu vois. Je suis très inquiet. Il met en scène Hélène, il met en scène. Mais tu sais ce con juste en 2014 il me dit il faut que tu deviennes le prochain maire de Trappes. Au moment où j'y songeais pas, où je le souhaitais pas, etc. Et premier minute, alors il a dû dire pareil aux artistes qui sont devenus des stars. Je suis devenu maire de Trappes grâce à Papy aussi. Ah, mais c'est vraiment l'oracle en fait. C'est un metteur en scène le gars. Moi il m'a rien dit, merde. Bon bah tant pis. Et Hélène il met en scène ton... Ouais, il met en scène mes deux spectacles, le premier et le second. Et effectivement c'est un accoucheur, c'est quelqu'un qui t'autorise, qui t'aide à être toi-même simplement. Ben on l'invitera, Papy, parce que là on a beaucoup parlé de lui, mais il n'est pas là. On va espérer qu'il accepte l'invitation. Je vais revenir à Verino. Quand je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a politisé, entre guillemets, tu m'as répondu, première réponse que tu m'as donnée, c'est l'élection des délégués de classe. Ah oui, c'est quand tu étais petit. Alors l'idée c'est d'illustrer à chaque fois par des images. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas d'image quand tu as été élu délégué. Quoi? Mais j'ai retrouvé un article. Je ne sais pas si on l'a sous la main, on peut le mettre. Voilà, article Mediapart. Et voilà, tout le monde a mon vrai nom maintenant. On apprend deux choses. On apprend que tu ne t'appelles pas Verino, escroc. Olivier Balestriero. Je pense que tu as bien fait de... Déjà, c'est très compliqué. Puis je suis content aujourd'hui que j'ai des enfants de ne pas avoir le même nom qu'eux. Je leur fais pas porter le... Ah, bien joué, bien joué. Et alors, on peut juste s'arrêter là-dessus. À quel point Mediapart est pointilleux. C'est qu'ils ont eu peur que les gens le prennent au premier degré, cet article. Service humour. Donc ils ont mis à but satirique. Ça satire. Et ça, c'est Mediapart. J'avais pas à but c'est satirique. Mediapart. Service humour.
humour de Mediapart. On est sûr que c'est pas un vrai article. C'est pas un vrai article, les gens, c'est Ça une n'est blague. pas un vrai article. Mais alors, ceci dit, c'est une vraie anecdote. Fraude. Mais- C'est une vraie anecdote. Alors, t'as été élu délégué. Quand tu m'as dit ça, effectivement, Eh oui. c'est le truc qui m'a. Quand tu m'as demandé ce qui m'avait, peut-être le premier acte qui m'a fait tilter, mais c'est ce moment-là où je me rends compte que moi, quand je veux être élu délégué, j'y vais avec aucune envie de faire le bien de ma classe. J'y vais avec tout un ego de je vais mesurer ma notoriété, quoi, Ah oui. voir à quel point je suis populaire dans la classe, mais avec toute la bonhomie. J'étais en CE2, tu vois, avec le truc, mais je sentais que je faisais marrer les copains. Ben, du coup, ouais, test de popularité. Et une fois que j'ai été élu, j'ai fait comme tout le monde, je fais ah là là. Et, est-ce que vous deux, vous étiez délégué de classe Et moi, mais pas du tout, moi. Ah ouais. Non plus, jamais de la vie. Ah bon. J'attendais Vraiment d'avoir un vrai pouvoir avant de me présenter. Moi, Ah ouais, j'étais- t'attendais de pas avoir de risque à ça. C'est Moi, vrai. j'étais la dernière personne qu'on choisissait dans l'équipe, quoi. Donc, j'étais hyper timide. J'avais 1 an d'avance. J'étais toute petite. Mais comment c'est venu alors? À quel moment t'as dit et puis merde, regardez-moi? J'ai jamais vraiment. Je t'imite très très mal, je sais, c'est moi qui faisais les guignols de l'info. La voix. Non, t'as jamais dit ça? C'est venu comment alors? Franchement, c'est l'histoire de ma carrière politique, c'est beaucoup une histoire de hasard. Je vais dire un truc vraiment sérieux. Je n'ai jamais dit que l'homme avec qui je partageais ma vie a dit un jour s'il y a un truc que Cécile est incapable de faire, c'est bien la politique. Là, je me suis dit, tu vas voir. Résultat des courses, j'ai fini ministre, dis donc, mais j'ai divorcé. C'est pas mal. On mettra un bandeau Scoop Alors, Mediapart. Est-ce que ce serait pas papy ce monsieur Quand j'ai demandé à Cécile ce qui la faisait rigoler, elle m'a dit la première chose, les blagues d'Astrapi. Voilà. Alors, tu vois ce silence qui a suivi cette annonce. Alors, j'en ai sélectionné des blagues d'Astrapi, bien évidemment. Toto, quelle planète vient après Mars? Avril. Succès mesuré. Attends, ça c'est une fausse blague, ils l'ont pas marqué sur Mediapart, c'est satirique. Mais c'est Astrapi. On a cité les sources, c'est Astrapi. Alors, j'en ai sélectionné plein pour qu'on se bidonne. Alors, une petite devinette, parce que je me suis dit que c'est sympa. Alors, on souffle pas dans le public. Quel pays se cache dans ce dessin? Cécile, là, je t'attends, hein, sur le coup, vraiment. Ouais, Pays communiste. Remettons l'a perdu. Ouais. Test HPI en même temps, quoi. Ouais, Ali, il a donné un super indice. Ah, Cuba. La Corse. Oh là là, la Corse, pas du tout. Qu'est-ce qu'on Cuba, se bidonne? On incroyable. dirait le cercueil de l'hôpital, un peu. Tu peux expliquer pourquoi j'aime les blagues d'Astrapi? Non, on va en diffuser 60 et après on passera à autre chose. Et on va toutes les Je expliquer. vais t'en poser une Vas-y. que j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est le légume qui pousse sous la mer? Un chou marin. Bravo. Ah bah, c'est ma profession. écoute. Soufflé. Et non, Valentine m'a même pas soufflé. Ah non. Légume qui pousse sous la mer et qui fait bzz, 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 bzz. Ah, merde. Un sous-marin électrique. Ruche. Un sous-marin russe. Un sous-marin russe. Oh Non, mais Vous avez ri, vous avez ri. Mais oui. Mais oui. Mais et alors pourquoi? On a envie de te demander pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai une fille Ouais. qui était passionnée d'Astrapi et qui recopiait les blagues dans un petit carnet et qui tous les soirs avant d'aller se coucher venait avec son carnet et se plantait devant moi et me lisait des blagues qui la faisaient beaucoup rire. Et en fait, c'était tellement mignon et elle était tellement morte de rire de ces petites blagues que c'est resté et que ça me fait toujours vraiment sourire en fait. Donc Oh, mais c'est trop mignon. pas seulement les blagues, c'est ceux qui les disent aussi qui rendent les choses drôles. Trop mignon. Oh. Ah oui, on a envie d'applaudir. Voilà. Elle a raison. Hein, elle a raison, elle a raison. Alors pardon, je peux revenir sur Cuba. Je crois que je suis manifestement le seul à pas avoir capté. Alors, on va revenir sur Cuba parce que on ne laissera personne au bord de la route dans cette émission. ça Désolé, mais Donc, on je me revient dis, sur si Cuba. Moi, j'ai pas capté. Une émission d'intellectuels. Ah ouais, Cuba. Ouais. Et en- Ah, ben moi non plus. Je voudrais dire que t'es pas la personne la plus con de l'assistance. C'est ça. Et oui. Je veux avoir la certitude. La certitude. que je ne suis- Donc, qu'est-ce qu'on a comme forme géométrique? On a un cube. Qu'est-ce qu'on a comme lettre dessinée sur ce cube? Ah, Quel lien on peut J'ai faire un entre... H et un U, moi. C'est pour ça que Et voilà, c'est un problème de dyslexie tout simplement. C'est pas un problème éditorial d'Astrapi. Si je peux rajouter un truc, Oui. c'est écrit envoyé par Émile parce qu'il y a beaucoup de blagues qui sont envoyées par les enfants eux-mêmes. Alors ça, je Par Émile. Ouais, je soupçonne que ça soit un peu faux et que ça soit là. Alors, faudra faire une enquête Mediapart là-dessus.
Et à mon avis, il y a un truc pas clair. À mon avis, c'est la rédac d'Astrapi qui fait croire que les enfants envoient des blagues. Je suis sûre de l'honnêteté de la rédaction d'Astrapi. Et même si c'est pas vrai, je ne veux pas que Mediapart fasse d'enquête. Parce que là, c'est toute mon enfance. Il est là le problème, Madame Duflo. La vérité ne vous intéresse pas. Politisé. Est-ce que Copy Comique peut intervenir? Insupportable. Alors, on va pas forcément tout le temps se marrer dans cette émission, parce que Hélène, quand je t'ai demandé ce qui t'avait politisé, tu m'as répondu ça. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Viennent ensuite Lionel Jospin avec 16%. Alors, c'est mec à genoux, moi, t'en fais. C'est incroyable, ouais. Mais non, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît. On est habitué aux mauvaises nouvelles. Les fachos, ouais. Et donc, ça nous paraît dingue. Alors, on parle tous de la tête de Pujadas, c'est ça qui nous. Cette coupe de cheveux. Il a été jeune un jour. Non, mais aujourd'hui, voilà, les fachos aux portes du pouvoir, ça s'appelle un lundi matin, hein, tout simplement. Quel souvenir tu gardes de ça, alors, Hélène? Est-ce que... Eh ben moi, justement, enfin là, j'ai quasiment encore la chialade qui me monte en voyant les images. En fait, moi, je l'avais vécu en plus vraiment seule parce que j'étais en voyage en Espagne et à l'époque, j'habitais en Angleterre. Et donc, j'étais la seule française dans un aéroport et j'ai passé un coup de fil à mes parents qui avaient voté pour moi. Mes parents qui, en plus, étaient RPR. Ils avaient voté pour moi. À cause d'elle que Jospin a perdu. Favorite. Non, et donc, ils m'ont dit, mes parents étaient RPR, donc c'est quand même important à savoir. Oui. Même mes parents étaient dépités. Donc, mes parents me l'ont annoncé comme ça. Et je me suis mise à hurler, à chialer exactement comme ça dans l'aéroport. J'ai passé tout mon vol Grenade, parce que j'étais malheureuse, j'étais à Grenade. Londres, en chialant comme une malade. Et personne ne savait pourquoi. Et donc, j'ai essayé d'expliquer. Je disais, parce qu'il y a des fascistes en France. Ils me disaient, non, mais c'est pas grave, mais ça va pas passer et tout. Et c'était vraiment. Il y avait des Argentins qui étaient là. On a déjà vu. Et donc c'était une agonie vécue seule. Et en effet, comme tu dis, aujourd'hui c'est comme tu vois, c'est comme tout, on s'habitue et ça rend dingue sur le fait qu'il y ait pas de réaction aujourd'hui, enfin qu'il n'y ait plus de réaction aujourd'hui. Voilà. Ali, toi, tu te souviens comment tu as vécu ça, c'est comme le 11 septembre, on se souvient exactement. Où on était. Bon, après, vraiment, j'ai la scène très exacte en tête, comme le 11 septembre, tu as raison. Ouais. Moi, j'avais 17 ans et demi. Donc j'étais encore plus frustré. Ah, tu pouvais pas voter, toi. Ouais. J'étais passionné de politique et franchement, les bras m'en tombent. Je me rappelle, je vais dans le salon de l'annonce à mes parents qui votent pas et qui n'ont pas la nationalité, etc., mais qui sont stupéfaits. Sidération totale. Et moi, ça a été mon premier engagement. C'est la manif du 1er mai. Ah oui. Parce qu'on parle du 21 avril, mais 10 jours plus tard, on était 3 millions. Ouais. Je me souviens à Paris, c'est la première fois que je prenais le train, le métro pour aller à Paris. Et je me souviens de la manif extraordinaire. Je me rappelle de touristes japonais qui me prennent en photo parce que j'étais accroché à un lampadaire avec un carton que j'avais bricolé avec des potes. J'ai emmené des potes avec moi, je pense qu'ils n'avaient pas tout compris ce qui se passait. Mais le pays entier était en effervescence. Il y a vraiment des Japonais chez eux qui ont une photo de tout. Probablement. C'est ça qui est assez beau. C'était quoi ça? C'était le voyage à Paris. Mais je la raconte parce que c'était... En fait, c'était assez fou. Ouais. C'était un truc de dingue. Il y avait une marée humaine qui s'était mobilisée. Et moi, ça m'avait redonné espoir. Et honnêtement, ça m'a politisé. Je me suis engagé ensuite à l'université. C'était l'année de mon entrée à l'université. Donc merci Jean-Marie Le Pen, quelque part, c'est ça que tu as envie de dire Non. S'il y avait plus eu ça, peut-être que je serais ingénieur informatique, je gagnerais mieux ma vie encore qu'en étant maire de trappe. Donc je sais pas si je dois dire merci. Mais par contre, j'étais convaincu que ce serait plus jamais ça. Tu vois, un truc ça n'arrivera plus. Et bah tu sais quoi, t'as tout à fait raison. Là, le bilan que j'en tire 20 ans après, c'est quel échec, y compris pour ma génération. Quel échec lamentable. Ouais. Et toi, Cécile, tu étais déjà... Moi, je faisais déjà de la politique. Ouais. J'avais 25 ans, c'est ma première campagne présidentielle. Je fais la campagne de Noël ma mère. Noël ma mère qui avait des affiches en format horizontal. Impossible à coller. Bon, déjà... Tiens à ça. Ah, ça tient à rien. Le fascisme, ça tient à rien du tout. J'avais un collègue de boulot, parce que je travaillais à l'époque, je faisais de la politique en plus de mon travail. Attends, juste, on peut s'arrêter quand même sur cette histoire. C'est qu'il aurait eu des affiches comme ça. Ouais. Il n'y avait pas Le Pen. C'est de votre faute. Non, mais c'est sûr. Et si fou, ça fait 2 scoops dans la même. Vous avez recouvert la photo de Jospin, du coup.
Ah ben, on pouvait recouvrir tout. Tout s'explique. Non, mais il y a une réunion à un moment donné pour ces affiches. Il y a des gens autour d'une table qui disent. Surtout la photo, mais vous pouvez la retrouver, c'est les pieds sur terre. Et en fait, il est pris en photo dans l'air. Il est posé sur rien du tout. Il est complètement dans l'atmosphère et c'est écrit Noël ma mère, les pieds sur terre. Bref. J'aurais rajouté le Père Noël ma mère, histoire de vraiment y aller dans la blague. Et mon collègue avec qui je bossais, il avait travaillé avant dans un institut de sondage. D'ailleurs, il m'a dit que tous les trucs qu'il fallait jamais faire avec des sondeurs. Mais du coup, il a eu l'info avant, genre un quart d'heure avant, il m'a appelé et j'étais scotchée. Donc la chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mes parents. Et donc j'ai appelé mon père et mon père m'a pourri. Il m'a dit avec vos conneries de voter pour vous faire plaisir, pour des pecnos, j'ai 50 balais, je vais devoir voter Chirac. J'ai encore dans l'oreille. Et toi, Verino, tu t'en souviens ? J'aimerais bien que tu me dises. Oh, moi j'étais content, j'avais voté Le Pen au premier tour. Oui, 7%. Faut que tu invites Laurent Gérard pour ça. Non, oui, je m'en souviens. Moi j'avais 20 ans et je crois que c'est c'est d'ailleurs peut-être la première présidentielle à laquelle j'ai voté. Bah oui, je fais mon calcul, ça va très vite. Et oui, en fait, je crois que j'ai pas pris la conscience de ce truc-là. Tu sais, moi j'habitais à Nancy. C'est pas vraiment une excuse, Verino, tu sais ça. Quand t'étais pas à Paris, il y avait pas, nous, je me souviens pas que le 1er mai, il y a eu une marée humaine dans les rues de Nancy. Mais et peut-être que si d'ailleurs. Donc j'en ai pas fait partie. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que c'est un peu ton procès. Et pourquoi alors ? Pourquoi tu n'étais pas dans la rue ? Il faut les écouter aussi. C'est là où je voulais en venir. On le C'est pas parce qu'on dit extrême que c'est forcément extrême. Enfin voilà. Il y a du bon partout. Hein. Il se révèle au bout d'une demi-heure d'interrogatoire. T'as lu un peu leurs propositions ? Pardon. Je propose d'enchaîner. On va revenir à Verino. Il y a un fait marquant qui t'a politisé également. C'est un fait marquant, pas très rigolo, puisque c'est les attentats de Charlie Hebdo. On voit les images. Est-ce que t'étais lecteur de Charlie ? Pas du tout. Et je ne suis pas devenu depuis, mais c'était juste ce moment... en fait, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu planqué en étant humoriste. C'est cette espèce d'endroit où le rire, t'as le droit de tout, et puis de toute manière, on comprend que c'est pour rigoler. Et là, je me suis dit, putain, c'est fou. Il y a des gens qui comprennent pas que c'est pour rire, et qui peuvent aller jusqu'à un stade incroyable. Et je crois que c'est même la première fois. Moi, je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube, si tu veux, où j'avais pas forcément décidé de parler de trucs engagés parfois. Ouais. Et si tu veux, la semaine d'avant, je fais des blagues sur Facebook. La semaine d'après, il se passe ça, et je me dis, ça va être très compliqué d'ignorer, d'arriver sur scène en disant vous avez vu cette semaine, il y a un mec qui a perdu son citron. Tu peux pas passer à côté du sujet. Et c'est la première fois que je me suis attaqué à un sujet aussi déjà délicat, parce qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a même des gens qui n'ont pas été touchés, qui ont vécu ça de plein fouet. Enfin, c'est la France entière. Quand tu t'attaques à ce sujet, tu as intérêt à être très malin. Et j'avais pas du tout l'habitude de ça. Mais c'est la première fois que je me suis senti vraiment utile, je crois, en tant qu'humoriste. J'ai toujours l'impression que notre métier, c'est un peu d'adoucir le quotidien des gens. Et là, j'ai réalisé à quel point c'est pas que de la douceur, c'est aussi... Tu réponds parfois à de la souffrance, quoi. Je me suis senti utile, et pendant 4-5 mois, j'avais la sensation de monter sur scène avec une soif différente, avec un apaisement pour les gens qui venaient voir le spectacle. Et Ali, toi, c'est pareil, tu étais déjà évidemment engagé politique. Ouais. Pour le coup, ce qui m'a frappé, un peu comme pour le 21 avril, c'était la manif. À Paris, parce que moi j'y ai participé, je me rappelle de cette espèce de silence comme par rapport à une manif habituelle où on a le bruit, l'odeur des merguez, etc. Là on arrive dans un truc où c'est froid. Chirac, ça, non? Oui, l'odeur. Il fait des citations de Chirac comme ça, tranquillement. Sans m'en rendre compte, tu vois. Mais non, une manif calme, très solennelle, j'en suis vraiment rentré pour le coup déprimé avec le sentiment par contre qu'il y a un truc d'inexorable qui s'est enclenché. Pour l'instant, je ne suis pas trop démenti, malheureusement, par ce qui s'est passé les années suivantes. Et que c'est que le début de la vague, quoi. Évidemment, la répétition des attentats. Et puis surtout, après, l'effet. Parce que le vrai sujet avec les attentats terroristes, islamistes, etc., c'est qu'il y a cette façon d'alimenter la polémique identitaire, machin, avec l'extrême droite qui attend le prochain attentat pour pouvoir faire son beurre. Et inversement, les extrémistes qui organisent tout cela, qui souhaitent récupérer, c'est un sujet prégnant dans ma ville, récupérer un public, notamment musulman, qui doit se sentir ostracisé, stigmatisé, montré du doigt. Et les mecs, t'as le sentiment que ça joue au ping-pong. Et que nous, on est au milieu de tout ça.
qu'on voit la balle au-dessus de nos têtes et qu'on est condamné à une forme de malheur collectif qu'une toute petite minorité d'individus organise dans notre dos, quoi. Et comment est-ce qu'on peut réenchanter justement, y compris ce qu'on a de commun, voilà, d'où qu'on vienne, qu'on soit habitant de Trappes, de confession musulmane, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, dans ma ville, ou qu'on soit confession juive, ou qu'on soit un spectateur du Bataclan, ou qu'on soit un lecteur ou pas de Charlie Hebdo. Comment est-ce qu'on peut davantage souligner ce qu'on a de commun et ce qu'on a comme destin commun, plutôt que les lignes identitaires de fracture qui nous opposent et qui nous dépriment. Donc moi, j'avoue que ce truc, moi, m'a beaucoup déprimé personnellement. Et en plus, perso, j'en ai payé le prix. Il y a un truc qui m'a insupporté à l'époque, c'était l'injonction à agir et à parler. Ouais. Moi, j'avais manifesté, en l'occurrence, mais en tant qu'arabe, musulman, tout ce que tu veux, enfin bref. C'est le mot, je suis devenue catholique à cause de ça. C'est quoi, pardon ? Moi, j'ai vu ça. Ouais. Et ça m'a parce qu'il y avait toi, il y avait Najat, il y avait on va leur demander ce qu'elle faisait le Ramadan, c'était insupportable. Et du coup à ce moment-là, je me suis dit à dire mais moi est-ce qu'on me demande si je suis d'accord quand il y a des commandos catholiques qui empêchent les IVG jamais, etc. Et du coup j'ai été invitée dans des trucs, on a dit que je revendiquais mon catholicisme. Non, j'avais quelques mois quand j'ai été baptisée, donc voilà, maintenant ils sont obligés de faire avec moi. Il se trouve que moi je veux rendre hommage à quelqu'un, c'est que juste après, donc j'étais députée, on a reçu quelqu'un qui faisait à l'époque sa thèse, qui s'appelle Hugo Micheron, qui depuis est enseignant et qui avait totalement lu les textes de l'État islamique et qui racontait leur stratégie. Donc là, on parle du tout début. Et il dit leur stratégie, elle est écrite. Il faut aller dans les pays où il y a des grandes communautés musulmanes. Il faut faire des attentats qui vont hystériser la société pour que les gens s'en prennent aux musulmans. Comme ça, les musulmans vont être encore plus mobilisés et on va recruter des gens. Et le truc, il dit, c'est simple, c'était écrit. Et ça, du coup, depuis le début, je sais quel est ce truc-là. Je peux raconter une anecdote là-dessus. En 2011, je rencontre un type qui vient tenter d'interférer dans les élections à Trappes, qui m'explique ça. Un barbu intégriste qui m'explique ça. Alors moi à l'époque j'étais un peu naïf, je connaissais pas ces sujets-là, je m'y intéressais pas, etc. Mais il m'explique exactement ça. Donc c'est avant les attentats. Il me dit la stratégie c'est d'endoctriner, de communautariser, de radicaliser, et on a besoin dans un jeu de ping-pong, ce que je décrivais tout à l'heure, de l'extrême droite. Exactement, parce que ça va désespérer une partie de la population, les nôtres, les musulmans, et ça va les jeter dans nos bras, nous qui leur proposons un projet politique islamiste, etc. Et moi, je le prends pour un clown. Enfin, si tu veux, tout ça, pour moi, la République est grande, elle est forte. Moi, je suis vraiment fasciné par la Révolution française, le creuset commun, etc. Et les attentats arrivent, et je vois le truc qui fonctionne. Et en fait, quand je te dis un peu abattu, c'est que je vois que ça marche. Que pour moi, un illuminé qui m'expliquait une théorie farfelue auquel répondent des Zemmour et compagnie et s'alimentent les uns les autres, mais ça fonctionne. Et élection après élection, je crois qu'ils récoltent les fruits de leur stratégie habile, méthodique, et que nous, on est assez impuissants en face. Alors Verino, pardon. Non, moi je voudrais réagir sur le fait que ça répond un peu à la question du début. Est-ce que ça politise ou ça dépolitise ? C'est qu'en réalité, même en étant politisé, en racontant, en prenant un sujet parfois sur lequel tu as envie de dire quelque chose de négatif, en fait, tu continues à alimenter quelque chose. Moi, je sais que j'ai arrêté de faire des blagues sur Zemmour au moment où il est devenu politisé. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Si moi je fais des blagues là-dessus, en fait, l'ensemble de la population française va continuer à entendre parler d'un mec avec qui je suis pas d'accord, et donc je participe à la polarisation, et en fait c'est terrible de devoir s'imposer ce genre de truc. Mais tu fais quand même des blagues sur Éric Ciotti parce que tu as envie qu'Éric Ciotti continue. C'est moins grave. Merci pour ça. On va revenir à un sujet un petit peu plus léger puisque on va. C'est quoi ? Je vois pas. Une blague à Strapi. Non, mieux que ça puisque c'est le fait marquant qui t'a politisé à Hélène. Alors quand je dis plus léger, c'est vraiment plus léger puisque on peut le regarder tout de suite et tu vas nous expliquer. Je voudrais remercier cette équipe très soudés, je ne pourrais pas tous les citer, mais qui ont travaillé avec moi sans relâche au Rassemblement des socialistes. François, Rebsamen, Manuel, Delphine, Gérard, Jean-Noël, Najat, Aurélie, Jean-Pierre, Jean-Louis, Julien, David et tous les autres.
Et voilà, Manuel Valls, jeune, désolé pour cette image. On voulait vraiment finir là-dessus. Il n'a pas changé. Alors, il y a eu tout un débat au sein de la rédaction de Mediapart en préparant cette émission. On s'est dit, est-ce que c'est du second degré ou est-ce que c'est vraiment du premier degré? Tu étais dans... Eh bien, c'est un peu les deux, à nouveau. Ouais. Tu as un souvenir marquant du congrès de Reims? Alors, en réalité, moi, j'ai un peu participé à la campagne de Ségolène Royal et c'était un vrai truc, c'est que c'était quand même la première fois que je faisais une campagne pour une femme et donc je m'étais dit, oh, youpi, bonne nouvelle. D'ailleurs, tu viens de dire tout à l'heure, sujet plus léger, et Ségolène Royal, elle a été présentée comme quand même très légère et elle a dû se débattre beaucoup avec ça. Est-ce que j'ai des biais sexistes? Ça m'étonnerait. Oh là là. Effectivement. Et donc, au départ, justement, j'avais ça. Je me suis dit, tiens, voilà une femme qui va essayer de mettre un petit coup de pied là, dans le magasin d'éléphants, tu vois. Ça va peut-être changer quelque chose. Et effectivement, au départ, on lui parlait de ses tenues, de sa voix. Tu disais, Cécile, tout à l'heure, pour les femmes, dès qu'elles parlent, leur voix n'est pas assez posée, elle est trop aiguë, elles sont trop hystériques ou alors cruches. Et voilà. Et donc, elle représentait ça. Et moi, évidemment, que ça me rendait dingue. Bon, après, elle a quand même sorti la bravitude et tout le bazar. Donc, c'était pas simple, hein. C'était pas simple. Mais revenons quand même sur le sexisme, évidemment. Tu parlais de ta marionnette au Guignol tout à l'heure, Cécile. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que c'était... Il y a deux trucs, on se dit toujours, c'est bien d'avoir sa marionnette parce qu'au moins on est connu et on est référencé. Oui, d'abord, c'est un événement pour les gens autour de moi que j'ai une marionnette. Et voilà. Mais quand je dis les gens autour de moi, c'est les gens avec qui je faisais de la politique, mais aussi ma famille. Et mes enfants étaient petits à l'époque et mes nièces aussi, et elles me demandaient de faire ma marionnette. Donc j'ai appris à imiter ta marionnette. Et donc tu faisais super. Non, ma marionnette, elle agitait tout le temps les cheveux comme ça. Je reconnais qu'elle était drôle, et surtout j'ai découvert qu'elle avait du succès quand, à l'heure des Guignols, tous les gens de mon cabinet, ils étaient tous planqués dans le bureau des chauffeurs, et tout le monde, le directeur inclus, pour aller regarder le truc, sans me dire qu'ils regardaient le truc, parce qu'elle était ado, elle fracassait tout le temps, ça c'est le seul truc bien, elle fracassait PPDA. Voilà, c'était son activité number one. Okay. Mais ça a eu un impact vraiment. C'est-à-dire que les gens, dans leur idée, est restée cette image d'une ado capricieuse. Mais toi, est-ce que ça t'a blessé ou est-ce que tu t'es dit, après tout, c'est le jeu, je suis un personnage public et... Moi, j'ai grandi chez les écolos, politiquement. Ouais, donc t'as un cuir épais. Ça faisait 6 ans que j'étais secrétaire nationale, avec Danny Cohn-Bendit, José Bové, enfin, t'es surentraîné, c'est pire que Laure Manodou avec Lucas, tu vois, donc t'as le cuir hyper tanné. J'ai retrouvé il y a pas très longtemps une vidéo de cette époque où je suis interviewée dans l'émission du dimanche, là, et on dit, oui, alors Danny Cohn-Bendit, cette semaine, a dit que Cécile Duflot était un peu conne. Et moi, je souris et je dis, écoutez, vous savez, nous, on a besoin de la liberté de parole de Dany, c'est ça qui est nécessaire. Et donc, j'étais cette personne qui était capable de se prendre les pires douilles et de rester souriante et de jamais... Donc, à côté, la marionnette, c'était anecdotique. Mais je sais faire par la main, voilà. Ah oui, exact, je me souviens. Ouais, bien sûr. Et elle disait des mots que je connaissais pas, en plus. Parce qu'elle disait elle parlait en jeune, quoi. Jeune, moi, je connaissais pas. Ouais. Alors, tu étais cette personne, d'accord, tu le dis, mais tu es aussi une personne qui, quand je t'ai demandé qu'est-ce qui te faisait marrer, m'a répondu les caméras cachées des années 80. Donc, j'en ai sélectionné une, j'en ai regardé beaucoup. Bon, tout à l'heure, nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodan. Alors, 2 bosses, c'est 2 dodanes. Non, c'est pas 2 dodanes, c'est une traversée de chameau. Le chameau. Oui, le chameau. Serait-ce l'ombre d'un doute qui traverse le cerveau d'Elsa ? Lorsque ce signe... Bon, alors, on a vu tout à l'heure, bien entendu, il y a plusieurs dodanes. Bon, justement. Ah non, voilà, la blonde sait faire preuve d'une logique implacable et son raisonnement n'a d'égal que son ouverture d'esprit. En clair, plus c'est gros, plus elle y croit. Du signe du haut, le signe du haut, c'est quoi ? C'est un cochon. Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, il est vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse... Je ne sais pas. Bon, c'est une traverse d'éléphant. Ah bon ? Ouais, c'est une traverse d'éléphant. Voilà, bon. Justement, alors, voilà, tout simplement, ça se passe de comment... Une bonne aussi, franchement. C'est la chanteuse Elsa qui est piégée, voilà. Je sais que tu es très forte en karaoké, que... Non, je ne vais pas t'entraîner là-dessus. Mais surtout, c'est extrêmement mignon. Alors, tu m'as dit un truc, tu m'as dit les caméras cachées des années 80. Parce que je me souviens de celle-là, quoi. Oui, et aussi surtout parce qu'il y avait une manière de piéger les gens un peu mignonne. Oui, donc c'était un mignon les gens n'avaient pas du tout l'habitude d'être filmés. Parce que maintenant, si t'arrivait un truc comme ça, tu dirais, il y a quelqu'un, tu guetterais le téléphone. Là, c'était vraiment... Et c'était toujours...
Ouais, c'était mignon. Bah, c'est comme l'histoire du chameau. Après, on peut imaginer que ceux qui ont été méchants, ils n'ont pas autorisé la diffusion du truc. C'est pas impossible. Alors, je crois qu'il y en a. Désolé de vous ramener dans le monde réel. Il y a des connards, en fait, dans ce monde. Est-ce qu'on pourrait savoir pour la prochaine fois qui ont été les gens dont on n'a pas diffusé la Mediapart. caméra cachée Mediapart est sur le coup. Ouais. Quels sont les connards? C'est comme les micro-trottoirs de Guillaume, en fait. Je suis sûr qu'il y a plein On de ne voit gens pas de quoi vous voulez parler. On va enchaîner tout de suite. J'ai dit que ça me faisait rire, ça aussi. Oui, c'est vrai. Bah oui, j'allais pas mettre moi, quand même. Je veux dire, on est humoriste, on est égocentrique, mais il y a des limites, quand même. On aime bien se faire passer pour des gens humbles, avant tout. Mais parce que c'est un peu le même esprit, en fait. Que les caméras cachées. Ben moi, de toute façon, mon mentor, c'est Marcel Béliveau. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Parle dans le micro, Ali. Ali, il dit des trucs un peu en secret depuis tout à l'heure, là. Vas-y. Je vois pas à quoi c'est mignon. Lui, il est méchant avec les mecs qui l'interviewent. C'est pas possible de faire passer des morceaux pareils. Ah, parlez de moi un peu, ouais. Comme si j'étais pas là. Pour le coup, alors puisque c'est un petit peu voilà ton conseil de classe aujourd'hui. Oui, d'accord. Tu as décidé ça avec tes parents. Non, moi je trouve que justement c'est jamais méchant. Je trouve que c'est foutage de gueule. Il y a pas. Ouais, il y a une petite limite que peut-être ça n'a pas. Je trouve que tu devrais plus bosser. C'est ça que je. Non, ce que j'allais dire, c'est mon avocat, et en fait non, il m'a savaté. Ce que je veux dire, c'est que quand tu touches quelqu'un qui dit une connerie, tu vas être juste comme il faut pour lui dire donc c'est bien ça, tu viens de dire une connerie. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça m'intéresse. Tu vas pas humilier des gens, c'est ça. Parce que j'aime les gens. Exactement. Et je suis au service. Mais je suis d'accord. Moi, Pardon, Ouais, ça y est, commence la carrière. il se présente en politique. Là. Ah là là. Ali, t'as bien fait de prendre la parole puisque je t'avais demandé donc un deuxième exemple de ce qui te faisait marrer et t'as choisi encore un humoriste. Bravo, on regarde. C'est votre métier. L'hôpital de Saint-Denis. Bon. Alors, l'hôpital de Saint-Denis, tu quittes l'espace Schengen. L'hôpital de Saint-Denis, t'as intérêt d'être croyant. Seul Dieu peut t'aider. L'hôpital de Saint-Denis fait un vœu et réunit les 7 boules de cristal. Ça va, Krilla? J'ai vu. Passe le bonjour à C18, Krilla. J'ai vu des kebabs plus propres que l'hôpital de Saint-Denis. Oh! T'arrives là-bas avec une entorse, tu repars. T'as un strabisme. Grand corps malade est rentré là-bas pour ongles incarnés. Willy Le Borgne pour un orgelé. T'arrives, il y a une queue incroyable. La queue commence à Pierrefitte. Elle finit à Drancy. Elle passe par la A86. Et dans la queue, c'est la cour des miracles. Il y a des Pakistanais qui vendent du maïs chaud dans des caddies. Mais on est où, les gars? Putain, on est la France, la 6e puissance mondiale. On vend pas des fruits et légumes à même le sol. Il y a des Togolaises qui vendent des cheveux. Ça va, ma sœur? Et il y a même des Marocains qui vendent des slips. Mais des slips Léopoldo. Jamil Le Schlag, bien évidemment, dans ses œuvres qu'on embrasse. J'ai choisi un extrait où il est justement au Jamel Comedy Club, puisque c'est un peu un tournant dans le monde de l'humour quand Jamel il crée son Comedy Club, parce qu'avant le One Man Show c'est très bourgeois, blanc, Muriel Robin. On était tranquille. On était tranquille entre nous. Ouais, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est qu'on a rapidement dit qu'il faisait de l'humour communautariste, le Jamel Comedy Club. Alors qu'on n'avait jamais dit ça avant, des blancs qui faisaient des blagues sur les blancs, des dîners bourgeois des blancs. Et il racontait surtout sa vie, hein, dans la plupart de ses spectacles. Pour certaines parties de l'élite parisienne, raconter sa vie quand on est habitant de la ville de Trappes, c'est un monde inconnu. Donc c'est forcément communautariste ou exotique. Ouais. En vérité, c'est la vie de millions de Français. Moi, je me suis reconnu dans les premiers spectacles de Jamel. Il racontait ma vie, celle de mes parents, de ma mère, de mon père, et des scènes de la vie quotidienne en me faisant marrer. Et je suis d'accord avec... Moi, j'ai la particularité, je suis blanche pour le coup, je m'appelle Cécile Duflot. T'es catholique, on le sait, c'est bon. Et ça, c'est bien l'archouma pour l'église catholique, mais c'est pour ça que j'en profite. Mais j'ai grandi à Surville, donc où on était très peu à être blanc dans l'école ou la maternelle, l'école primaire où je suis allée. Et du coup, ma culture à moi, c'est vraiment cette culture-là. C'est avec cet humour-là que je me sens bien et même si je suis blanche, sorry, mais voilà, c'est... Non, mais c'est vrai. On en fera un gif de ça. Moi, j'étais contente. Je suis blanche, sorry. Non, mais c'est vrai. Du coup, je partage tout à fait ce que dit Ali sur le fait que
c'est devenu aussi un humour français. Enfin, faut se rendre compte que je pense qu'une grande partie de ces gens, et une grande partie des gens qui nous gouvernent, au sens strict, ne connaissent pas leur pays. Parce que cette culture-là, c'est une culture partagée. En fait, on peut aimer et savoir faire le couscous et aller à la crêperie. Enfin, la France, c'est ça. Ça m'étonnerait. On va vérifier cette information quand même. Et il y a plein de gens qui ont ces références-là. Il y a plein de gens que ça fait rire. Il y a plein de gens qui les comprennent. Je pense que beaucoup de dirigeants politiques sont à part de cette vie-là et ne comprennent pas une grande partie de leur pays. Et voilà, c'est tout. Et ces dirigeants politiques, ils viennent te voir au spectacle ? Ah oui, alors moi, t'as des anciens sénateurs. Moi, je suis programmée souvent dans les centres culturels, et donc la programmation est gérée, elle est quand même validée par les élus. T'as le chargé de mission culture qui propose des spectacles, mais les élus doivent valider. Et ça se passe toujours exactement pareil, c'est-à-dire qu'à la sortie, ils me disent toujours... Oui, mais moi je suis pas comme ça. Voilà, moi je suis pas comme ça. Vraiment, ça a vraiment beaucoup changé. Et surtout, c'est des élus femmes, elles sont pas non plus du tout comme ça. Ils reconnaissent les collègues, mais ils disent oui, voilà, c'est pas eux. Et puis de toute façon, c'est pour faire rire. Alors c'est exagéré, tout de même, c'est exagéré. Et non, par contre, ce que je fais, c'est que si jamais, parce que souvent ils se mettent tous en rang d'oignon au deuxième rang, comme ça, je les vois réservés. Belle idée, ça. Oui, voilà. Et donc, si jamais je vois qu'ils ont été sympas, qu'ils se sont bien marrés, qu'ils ont été bon esprit, je fais toujours quand même un petit mot pour la campagne des élus en disant. Et vous pouvez remercier votre maire qui fait preuve d'une très belle ouverture d'esprit. Et comme ça, moi aussi, j'ai gardé mes habitudes politiques, tu vois, de bien cirer les pompes pour pouvoir être reprogrammé avec le spectacle d'après. Finalement, je pense on ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai eu Jamil Le Schlag attraper il y a quelques mois, il l'a pas fait. Ouais. Ah, quel ingrat, c'est déjà. Sa pub, il est ingrat. Ah, tu vois, ça va pas dans les... Mais s'ils sont pas sympas, je le fais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle ? Ah là, alors attends, j'arrive. Non, c'est bon. Il y a quelqu'un. Antoine. Tu t'appelles toujours Antoine ? Oui. Alors, tu as une question pour qui ? J'ai l'impression un peu d'être l'école des fans. Hop, une rêve des années... pardon, Antoine. Pourquoi tu me regardes ? Pour nos deux politiciens. Corrompus, c'est ça que tu cherchais ? Est-ce que vu le climat actuel, est-ce qu'ils arrivent encore à avoir confiance en leur mission de politiciens, politiciennes pour essayer de chercher le bien commun ? Ou vous y croyez encore ou Vous avez lâché l'affaire ? Non, clairement, je suis là par opportunisme. Déjà. Non, mais ceci dit, c'est une bonne question. En vrai, c'est même plutôt comment vous faites. Alors, Cécile, elle a un peu répondu à la question. Elle s'est retirée des bagnoles. Pour le coup, j'ai pas du tout perdu l'envie. Je me dis, maintenant, tous les trucs qu'on saurait faire. En plus, on a tellement baissé les impôts sur les ultra riches. Qu'il y en a 75 à vraiment cibler, mais ça récupère vraiment beaucoup d'argent, quoi. Donc on peut faire pas mal de trucs avec. Donc quand même, c'est motivant, c'est vraiment motivant. Et je sais qu'il y a une partie du discours politique qui est organisée pour que tout le monde soit un peu déçu, que se dise que c'est pas possible. Et ce que disait Ali, qu'on partage sur comment on a alimenté la rhétorique des terroristes, il y a la même chose pour essayer de dire, voyez, la France s'est droitisée, maintenant les gens sont racistes. Vincent Tiberge a publié un super bouquin qui montre que c'est totalement faux, notamment parce qu'en France, il y a énormément de mariages mixtes, etc. Et qu'à la fin... Voilà. À lire sur Mediapart. Donc bref, je suis sûre qu'on peut y arriver. En fait, et je pense même, au vu des dernières législatives, je termine, je pense que la gauche sociale, écologique, organisée, intelligente, pas trop prétentieuse, peut gagner en 2027. Bravo. Là, il y a une unanimité, mais il n'y a pas 67 millions de personnes devant nous. Merci Cécile, merci d'avoir été avec nous. Merci, on peut applaudir Cécile Duflot. Merci. Ali, c'est quoi tes prochaines échéances ? Est-ce que tu te représentes en 2026 ? J'attendrai l'été 2025 pour prendre ma décision. J'ai fait pareil la dernière fois. De toute façon, on coupera, on mettra un moment où tu as dit oui dans l'émission et ça nous fera un scoop. Hélène, tu as parlé de ton livre. Tu as un livre qui est sorti. Oui, j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle donc Très très feutré. Ce qui est très très feutré, c'est le milieu politique. Ce qui est moins feutré, c'est ma manière d'en parler. Voilà. Ok. Et ça parle du. Ça parle de manière un peu intime comment ce milieu m'a quand même vraiment fait du mal et comment on réussit en faisant pousser son féminisme à se faire aussi repousser les envies et à se barrer. Voilà, globalement. Et en spectacle aussi ? Politiquement incorrect, c'était mon premier spectacle qui tourne encore un peu et qui était vraiment sur la vie politique vue de l'intérieur par mes soins. Et là, je suis en train de créer avec Papy, toujours. On a lancé à Avignon cet été Madame Meuf 10 femmes. C'est sur la liberté des femmes et plus large, c'est sur la libération de la parole des femmes versus la libération de la parole réac. Voilà, donc ça reste un petit peu politique. Il y a un petit sujet. Merci Hélène, Madame Meuf, Hélène Vézier. Merci beaucoup.
Et Verino, qu'est-ce qui se passe? Nouveau spectacle bientôt Je suis en écriture, je viens de terminer le précédent que vous pouvez trouver sur mon site verino.fr. Et puis j'ai déjà préparé toute ma tournée du spectacle d'après parce que j'ai 2 enfants à nourrir, 3 enfants. Oui, on rappelle. Comment ça, on va le garder, les amis. Non, j'en ai que 2. Ah bah si. Ah, quelle horreur. Celui qui est là au petit déjeuner, oui, il est à toi finalement. Je me dis, mais il y en a un là. Ouais. Celui-là, il est pas de moi, c'est sûr. Et donc toujours, donc Donc en écriture, le présent spectacle vient de se terminer et il est déjà disponible en vidéo. Ouais. Et puis le prochain va commencer à se jouer là à partir de dans pas longtemps. Donc s'il y a des gens qui sont curieux de ce que je fais, allez sur verino.fr et puis comme ça vous voyez les dates dans lesquelles je vais pouvoir jouer et attaquer mon prochain spectacle. Et ma chaîne YouTube reprendra au moment où le prochain spectacle reprendra. C'est ça, trop bien. Merci beaucoup Verino, qu'on peut applaudir. Et merci à tous les 4. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait trop plaisir. Merci Guillaume Meurice de m'avoir invité. Non mais ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'ai des gens à remercier évidemment parce que il y a des gens, là on est dans la lumière, etc. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre peut-être parce qu'ils ont des physiques aussi un petit peu plus compliqués. Enfin voilà, on n'est pas là pour juger. Alexandre Huez à la réalisation, Julie Morange, Martin Bessin au montage, Stéphane Pruvot à la photo. On peut les applaudir. Oui. Julien de Cognac, Romain Piron, chef opérateur, Jimmy Beaufils au son, Charles Letzkus, chef électricien, Georges Elarard, matériel régie, Executive Event. Ça c'est la classe. Vous pouvez conserver vos applaudissements. Pierre Catan, producteur exécutif, Valentine Auberti, rédaction en chef et dans mon oreillette, Raphaël Grib-Marquis à l'édition. Merci beaucoup à tout le monde, merci d'avoir été là. Je voudrais finir par 2 citations. Une citation du poète Didier Super qui disait « Il vaut mieux en rire que de s'en foutre ». Et j'aime beaucoup cette citation. Et une autre citation d'un autre poète qui s'appelle Edoui Plenel. Abonnez-vous à Mediapart. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci les amis.